Mon fils a oublié de raccrocher son téléphone et je l'ai entendu comploter pour me placer dans une maison de retraite tout en vendant le corps de ferme que j'avais bâti de mes propres mains. Alors, je l'ai vendu en premier et j'ai mis chaque euro là où il ne pourrait jamais y toucher. Au moment où sa clé a grincé contre cette nouvelle serrure, ma lettre l'attendait et la tempête était sur le point de commencer. Je grattais les restes de petits salés de la veille dans une poêle en fonte quand une brise froide s'est glissée sous la porte de la cuisine, faisant trembler le calendrier mural. Septembre était entouré de rouge, le mois du concours hippique de ma petite fille Léa. C'est ainsi que la vie s'écoule ici, au rythme des corvées, du temps et des petites étapes que l'on marque au crayon. La ferme n'est pas luxueuse selon les critères d'aujourd'hui. Juste une solide bâtisse en pierre avec un toit en ardoise qui chante dès que la pluie tombe fort. J'ai huilé les gonds plus de fois que je ne peux en compter. Pourtant, ils grincent toujours comme des violons s'installant pour une chanson au crépuscule. Mes matinées ont un rythme que je n'aime pas briser. Je parle à la photo de Marie-Claire. Je pose la bouilloire sur la cuisinière. J'étire mon dos pendant que le sifflet monte en puissance. Ensuite, je sors vérifier les clôtures avant que le soleil ne dépasse les peupliers. Le curé appelle cela s'occuper. Moi j'appelle ça rester en vie. Les gens supposent qu'un corps de ferme comme celui-ci apparaît simplement. Mais non, il est construit une planche fatiguée à la fois. Nous l'avons acheté bancal et gris quand Julien avait 6 ans. Je coulais du béton le jour et je travaillais ici la nuit, renforçant les solives, équerrant les cadres, arrachant les lattes pourries et posant du chêne que nous avions récupéré d'une vieille grange. Marie-Claire, une institutrice à la main soignée et à l'âme patiente, étiquetait chaque dossier dans notre secrétaire. L'un d'eux, écrit il y a des années pendant son combat contre la maladie, disait « Titre et fiducie ». Nous n'étions pas riches, juste prudents. Les terres allaient dans un groupement foncier pour moi et un jour pour Léa. La maison restait à mon nom seul, une ancre contre les tempêtes qu'on ne voit pas sur les prévisions météo. Julien avait l'habitude de me donner des clous, le visage barbouillé de sueur. Il réclamait un dernier tour sur la balançoire du Porsche que nous avions installé pour Marie-Claire. Elle riait, le poussant au jusqu'à ce que tout le jardin résonne. Il a grandi, est parti pour la ville, a appris le langage des marges et du levier financier. Quand il revenait à la maison, il tapotait la rampe du Porsche et disait « Papa, tu devrais encaisser. Ce marché est en feu. » Je souriais parce que certaines choses ne sont pas faites pour être encaissées. Il y a un dicton que je garde caché derrière mes dents. Une clôture garde ce qui compte à l'intérieur autant qu'elle maintient les ennuis à l'extérieur. Le pâturage me l'a appris. Tout comme la tempête de 99 quand la moitié du hangar s'est envolée. Nous l'avons reconstruit ensemble. Et j'ai appris combien de planches on possède et de combien on peut se passer. Ces jours-ci, je fais toujours mes tournées. Le café aux aurores, le sel pour les bêtes, un appel à Léa pour ses agneaux. Le soir, je m'assois près de la grande fenêtre et je laisse le coucher de soleil s'étirer dans la pièce. C'est une paix calme et méritée, mais la paix est une chose fragile et la mienne était sur le point de s'achever. Vers le crépuscule, mon téléphone s'est éclairé au nom de Julien. Sa voix, chaleureuse comme toujours, s'est échappée du haut-parleur. « Salut papa. Je venais juste prendre des nouvelles. Tu manges bien? Tu dors bien ?» Je lui ai parlé du ragoût sur le feu, des nouveaux veaux marqués ce matin, de la clôture que j'avais réparée après le déjeuner. Il a ri de ce rire doux et entraîné. C'est bien mon papa, toujours en train de réparer quelque chose. Nous nous sommes dit bonne nuit et j'ai posé le téléphone près de la bouilloire. Je venais de ramasser le torchon quand un autre son s'est élevé du comptoir. Fin, métallique mais clair comme un ciel d'hiver. Il n'avait pas raccroché. « Écoute » a dit Julien, sa voix plus basse maintenant. Il a laissé le gaz allumé la semaine dernière. Il perd pied. Nous devrions réserver au roseau pendant qu'il reste une place. Une autre voix, celle de Marc, s'est jointe à lui. Si tu veux une vente rapide, la ferme est une perle. 950 000, peut-être 1 million avec les terres. On divisera les parcelles plus tard. Ma main s'est figée au-dessus de l'évier. Ouais, a ricané Julien. Il nous remerciera une fois qu'il sera installé. Il ne se souviendra même pas de ce qu'on a fait. La bouilloire a cliqueté en refroidissant. La paperasse pour la mise sous tutelle n'est pas trop difficile, a continué Marc. Présente ça comme une question de sécurité. Dis que tu le protèges contre lui-même. La réponse de Julien était calme, tranchante. Peu importe ce qu'il faut.
On fait vendre la maison, on le casse quelque part pour pas cher et on achète ce chalet près du lac. Léa va adorer. Une pression s'est accumulée dans ma poitrine, lente et lourde. Mon fils, celui à qui j'avais appris à caler un poteau et à traverser les orages, me transformait en un actif, un chèque en attente d'être encaissé. Le silence s'est étiré. Puis Marc a repris la parole. Tu sais qu'il est faible quand il s'agit de Léa. Utilise-la s'il hésite. Cette phrase a brûlé plus fort que les autres. Je me suis souvenu du garçon perché sur mes épaules, riant pendant que Marie-Claire le faisait tourner. Je me suis souvenu de ses mains tremblantes quand nous nourrissions un veau malade au biberon ensemble, ses yeux brillants de détermination. Quelque part en chemin, il avait cessé de voir l'homme qu'il avait élevé pour ne voir qu'un grand livre de contes. Mais ce n'était pas le pire. Julien a soupiré. Papa a toujours été généreux. Il ne se battra pas. Il est trop fier pour admettre qu'il ne peut plus vivre seul. Il suffit de pousser un peu. Les mots se sont déposés comme du sable au fond de ma gorge. J'ai regardé la photo de Marie-Claire sur le rebord de la fenêtre. Son regard constant semblait traverser les années entre nous. J'ai pris le téléphone, j'ai fixé mon reflet dans le verre noir. Le visage d'un vieil homme, oui, mais l'œil vif, pas confus. C'est là que j'ai su que je ne resterais pas silencieux. Cette nuit-là, le sommeil et moi nous sommes battus comme deux vieux taureaux dans un enclos étroit. Chaque craquement de la maison semblait plus lourd que d'habitude. Les poutres gémissaient, un gond soupirait et le vent grattait les branches sèches contre le crépi. Chaque son semblait poser la même question. Depuis combien de temps te laisses-tu traiter comme un objet au lieu d'un homme? À 3 heures du matin, j'ai abandonné. Je me suis traîné jusqu'à la cuisine, j'ai mis la bouilloire et j'ai fait du thé comme Marie-Claire le faisait quand les orages l'empêchaient de dormir. La vapeur montait en fine boucle, floutant sa photographie sur le rebord de la fenêtre. Son sourire, capturé pour toujours dans ce cadre, semblait contenir un avertissement que j'avais ignoré trop longtemps. Tu avais raison, ai-je murmuré à sa photo. La générosité et la responsabilité ne sont pas la même chose. Je les ai confondues et regarde où cela m'a mené. Les premières lueurs de l'aube ont effleuré les rideaux. J'ai enfilé ma veste et je suis entré dans la grange, où l'air sentait le foin et le cuir. J'ai trouvé la vieille selle, raide à cause du désusage, et j'ai passé un chiffon sur sa surface. Le cuir a bu l'huile, s'assombrissant sous mes mains, comme s'il se souvenait encore de toutes les promenades que nous avions faites à travers ces champs. Mes mains se souvenaient aussi. De longues journées, un travail honnête, des années passées à élever un garçon que je pensais voir se tenir à mes côtés, et non contre moi. Je revoyais le visage de Julien adolescent, rouge de frustration après avoir raté un tir au basket. Il avait écrasé le ballon dans la terre et je lui avais tendu un marteau, lui disant de m'aider à poser un nouveau poteau près de la grange. Le travail enseigne le calme, avais-je dit. Il avait appris, du moins je le pensais, il avait appris la discipline quand nous réparions les clôtures et l'orgueil le même après-midi. Il avait appris la gentillesse quand nous nourrissions un veau gelé à minuit. Avait-il oublié, ou avais-je oublié de continuer à le lui rappeler? À midi, j'étais assis à la table de la cuisine avec le secrétaire ouvert, les registres et les papiers étalés autour de moi comme des cartes dans un jeu que je devais soudainement gagner. Au-dessus se trouvait le dossier que Marie-Claire avait étiqueté il y a des années. Titre et fiducie. Son écriture a stabilisé mon pouls. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété. Propre. Aucune hypothèque. Aucun cosignataire. Le corps de ferme était toujours à moi seul. La pensée des roseaux, d'une chambre qui sentait l'antiseptique et la faim, me brûlait la gorge. J'imaginais Léa, ses cheveux volant derrière elle alors qu'elle poursuivait les agneaux dans le trèfle. Elle méritait un grand-père qui choisisse son propre chemin. Pas un homme mis de côté pour que son père puisse compter les billets. Je me suis levé et j'ai parcouru les pièces, les observant comme pour la première fois. La cuisine où nous avions appris les fractions à Julien avec des verres doseurs. Le couloir où les marques de croissance de Léa étaient inscrites au crayon année après année. Le coin couture de Marie-Claire où elle avait tourné des rideaux et réparé ma fierté plus de fois que je ne le méritais. Chaque souvenir semblait plus lourd que les murs qui les contenaient, mais ils étaient aussi clairs que l'eau de roche. J'avais construit cette vie avec des mains fermes et des yeux clairs. Personne n'avait le droit de me voler cela. Je me suis rassis, le dos droit, les yeux fixés sur la porte qui menait au champ. La douleur n'était pas partie, mais quelque chose de plus tranchant s'était élevé dessous, quelque chose de plus stable que le chagrin.
J'ai commencé à réfléchir très soigneusement. Le matin s'est levé frais et clair et j'ai conduit jusqu'en ville avec les fenêtres entr'ouvertes juste assez pour laisser entrer l'odeur de la luzerne coupée. Je me suis garé devant le cabinet de Maître Lefebvre, le même bâtiment en briques où Marie-Claire et moi avions signé nos papiers de succession autrefois. Maître Lefebvre a levé les yeux de son bureau et a souri. Ce calme sourire de notaire qui dit « J'ai entendu de pires histoires que la vôtre et nous allons arranger celle-ci aussi ». Nous avons parcouru chaque document lentement. Le groupement foncier détenait toujours les pâturages exactement comme Marie-Claire le voulait. Le corps de ferme, cependant, restait séparé et libre. Mon nom seul sur le titre. Maître Lefebvre a suggéré de détacher formellement la maison et son demi-hectare du reste, l'enregistrant comme une parcelle à part entière. De cette façon, si je la vendais, les champs et les granges resteraient intacts. J'ai hoché la tête, me sentant plus solide à chaque page qu'elle faisait glisser sur le bureau. De là, j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à l'agence immobilière Girard. Madame Girard, une femme énergique aux yeux de la couleur du blé de printemps, m'a serré la main et a visité les lieux l'après-midi même. Elle a passé sa paume sur les placards sur mesure que j'avais construits, a admiré les larges planchers en chêne que Marie-Claire et moi avions posés. « Vous avez gardé cette maison dans un état remarquable », a-t-elle dit. « Si vous voulez aller vite, je l'affiche à 685 000 €. J'ai un investisseur qui paiera comptant. Pas d'inspection, pas de conditions suspensives. 10 jours ouvrables pour conclure. » Content, ai-je dit, laissant les mots se poser. Le calme me convient. Madame Girard a souri. Le calme est ce que nous faisons de mieux. Au coucher du soleil, la paperasse était en marche. Julien ne se doutait de rien pendant qu'il comptait ses profits imaginaires. Je traçais des lignes nettes à travers ses plans. Le lendemain matin, j'ai appelé Luc le serrurier, un homme qui avait vu plus de querelles familiales qu'un juge des successions. Il est arrivé dans une camionnette éraflée par les histoires et a remplacé chaque poignée en laiton par des verrous de sécurité massifs. « Vous êtes tranquille ?» a-t-il dit, en me tendant 3 clés neuves. Ses yeux étaient bienveillants, mais il n'a pas posé de questions. Les gens qui durent dans les petites villes savent quand laisser le silence travailler. Ce soir-là, j'ai commencé à emballer toute une vie dans des cartons propres. Les fiches de recettes de Marie-Claire avec des taches de beurre sur les coins. Le premier ruban bleu de Léa. La photographie de Marie-Claire dans sa robe de mariée, riant de ma cravate de travers. J'ai plié sa courte pointe avec des mains précautionneuses et j'ai laissé derrière moi ce que je pouvais. La table en chêne qui nous avait nourris pendant les années maigres. La rampe d'escalier cabossée où Julien avait glissé un jour. Certaines choses appartiennent à la maison, pas à moi. À la fin de la semaine, j'ai ouvert un nouveau compte à la banque locale. Le guichetier m'a appelé Monsieur Pierre et m'a demandé si je voulais un café pendant que nous préparions mon dossier. J'ai déposé le produit de la vente, mis de côté une petite réserve pour ma santé et créé un fonds de bourse d'études au nom de Marie-Claire, une promesse que j'avais faite pour aider les enfants de la campagne à acheter des bottes et des livres. Ils étaient loin de se douter que je ne fuyais pas la vieillesse. Je l'organisais selon mes propres termes. Cette nuit-là, debout dans la cuisine silencieuse, j'ai dit les mots à haute voix, les laissant se poser sur les poutres. Mon fils voulait se débarrasser de moi, alors j'ai vendu la ferme qu'il croyait être mienne. Il résonnait comme un verdict et une libération à la fois. Enfin, j'ai écrit une lettre, ferme mais pas cruelle, et je l'ai scotchée à l'intérieur de la porte d'entrée, juste là où l'ancien fer à cheval était accroché. J'ai posé une seule clé sur la cheminée pour les nouveaux propriétaires, j'ai parcouru les pièces une dernière fois et j'ai fermé la porte derrière moi. Le décor était planté. Tout ce qu'il me restait à faire était d'attendre. Vendredi est arrivé avec un ciel de la couleur de l'argent terni. Des nuages s'empilaient lourdement sur la plaine et un vent agité poussait à travers les haies. De là où je me tenais, du côté des terres appartenant au groupement, les bottes plantées dans l'herbe qui m'appartenait toujours, je pouvais voir la camionnette de Julien remonter l'allée. La poussière roulait derrière elle comme de la fumée. Il s'est garé près du porche et est descendu. La voix de Marc était faible derrière lui sur le haut-parleur. Julien se déplaçait comme un homme venant collecter quelque chose qui lui appartenait déjà. Je suis resté caché parmi les saules et j'ai regardé. Il a gravi les marches, a glissé une clé dans la serrure et s'est figé quand elle a refusé de tourner. Il a réessayé, plus lentement, forçant un rire. Le verrou est resté immobile. Il l'a secoué, l'a manipulé, puis a pressé son épaule contre la porte. Rien. Je pouvais l'entendre marmonner bas et sèchement.
Il a fait le tour par derrière, a essayé la porte de la cuisine, puis la fenêtre au-dessus de l'évier. Chaque chemin lui était fermé. Il est resté sur le porche un moment, la mâchoire serrée, puis a sorti son téléphone. Ses doigts ont hésité sur l'écran avant qu'il ne finisse par composer mon numéro. J'ai laissé sonner assez longtemps pour que la leçon commence à imprégner avant de répondre. Papa. Sa voix était tendue, dépouillée de son aisance habituelle. Qu'est-ce qui se passe? Les serrures ne fonctionnent pas. Elles sont neuves, ai-je dit calmement. Tout comme le propriétaire. Un silence s'est installé entre nous, aussi large que les champs. Comment ça le propriétaire? Je veux dire que le corps de ferme que tu pensais attendre est vendu. Vente au comptant. Papier signé et terminé. Il a laissé échapper un son entre un halètement et un juron. Tu as vendu? Tu n'as même pas papa. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que tu avais prévu de faire pire, ai-je répondu. Tu as oublié de raccrocher ton téléphone. Un autre silence. Le vent a fait claquer le drapeau sur le porche si fort qu'il a même sursauté. Tu as écouté? A-t-il finalement demandé. J'ai tout entendu. La maison de retraite, le prix de vente, le chalet au bord du lac. Mon ton restait égal, de la manière dont on parle quand une tempête finit par éclater. Tu m'as traité comme un vieux livre de contes au lieu de ton père. Il s'est affalé sur la marche supérieure, la lettre toujours scellée dans sa main. Je l'ai regardé la déchirer pour l'ouvrir, parcourant les mots que j'avais écrits. Ses épaules se sont affaissées et pour une fois, je l'ai revu comme le garçon que j'avais élevé, un garçon soudainement petit dans un monde qu'il pensait contrôler. Papa, je ne voulais pas te blesser, a-t-il dit doucement. Tu voulais prendre ce qui n'était pas à toi, ai-je répondu. Cette maison n'a jamais été ton filet de sécurité. La terre reste dans le groupement, comme Marie-Claire le voulait. Mais la maison était à moi, à donner ou non. Il a regardé vers le pâturage où les premières gouttes de pluie assombrissaient la terre. Où vas-tu loger? J'ai un endroit en ville, au-dessus de la boulangerie. C'est chaud, calme, avec du bon café en bas. J'ai laissé la pause s'étirer. Si tu viens dimanche avec des gants de travail, nous poserons la barrière sud ensemble. Peut-être qu'alors nous parlerons comme un père et un fils, pas comme un banquier et un agent immobilier. Il n'a pas parlé. Il a plié la lettre, l'a glissée dans sa veste et s'est levé. Un homme faisant face à la vérité qu'il avait écrite lui-même. Sans un mot, il est retourné à sa camionnette, la pluie battant sur ses cheveux. Je suis resté sous les arbres jusqu'à ce que le bruit du moteur s'estompe sur la route. Le corps de ferme se tenait immobile derrière moi, plus à moi, plus à lui. Seulement une maison prête pour de nouvelles histoires. Et dans ce silence, je me suis enfin senti libre. Il y a une sorte de comptabilité qu'aucune banque ne comprend. La mesure d'une vie versée dans un foyer et la force tranquille qu'il faut pour le protéger. Pendant des décennies, ce corps de ferme a été mon registre. Chaque planche clouée après une longue journée. Chaque souper à une table achetée d'occasion. Chaque matin à regarder le soleil glisser sur les champs que nous entretenions de nos propres mains. Un seul appel surpris m'a montré à quel point cet héritage pouvait être fragile. J'ai réalisé que si je ne décidais pas de mon avenir, quelqu'un d'autre le ferait sûrement. Alors j'ai choisi de vivre selon mes propres termes. Maintenant je me réveille au-dessus de la rue principale dans un appartement rangé qui sent le pain et le café quand la boulangerie du bas ouvre à l'aube. Je marche jusqu'au parc la plupart des après-midi, je m'assois sur un banc et je laisse les heures n'appartenir à personne d'autre qu'à moi. Parfois, je conduis jusqu'à la barrière sud juste pour passer ma main sur le poteau que nous avons posé là il y a des années. La terre perdure, stable comme la confiance que Marie-Claire et moi avons bâtie pour Léa. Je pense toujours à Julien, à ce garçon qui m'aidait autrefois à stabiliser les poteaux de clôture, qui a appris la gentillesse en nourrissant des veaux orphelins. J'espère qu'un jour il trouvera le courage de se tenir à cette barrière avec moi. Pas comme quelqu'un qui a des droits, mais comme un fils qui se souvient de ce qui a été donné librement. Le pardon attend, mais il n'effacera pas la limite que j'ai dû tracer. Et je pense à Marie-Claire. Son écriture soignée sur ces vieux papiers m'a épargné une vie plus petite. Elle disait toujours, la dignité ne consiste pas à parler fort, mais à se tenir ferme. Mon fils voulait se débarrasser de moi, alors j'ai vendu le corps de ferme qu'il pensait être le mien. Ce n'était pas une vengeance née de la colère. C'était du respect pour moi-même et pour la vie que j'ai travaillé à construire.
Cette histoire nous rappelle avec force que nos aînés ne sont pas des objets dont on peut disposer à notre guise, mais des êtres humains dotés d'une volonté et d'une histoire. La trahison de Julien est un avertissement sur la façon dont l'avidité peut aveugler même les liens les plus sacrés. Pierre a su transformer une situation de vulnérabilité en un acte d'indépendance héroïque. En reprenant le contrôle de son patrimoine, il ne protège pas seulement son argent, il protège son identité et la mémoire de son épouse. C'est un récit qui célèbre la sagesse face à la ruse. Et vous, si vous aviez découvert un tel complot de la part de vos propres enfants, auriez-vous eu le courage de vendre votre maison et de tout recommencer, ou auriez-vous essayé de pardonner sans rien changer?